soir pour un thème qui nous tient à cœur, donc les troubles de la concentration, le TDA et le TDAH également. Et puis, ce sera présenté par Dalila Comte. Bonsoir Dalila. Bonsoir. Heureux de vous avoir avec nous ce soir. Dalila qui est aujourd'hui diplômée en génie biomédical et qui est donc également à FNA, de nous parler de ce thème-là. Je vais présenter en les grandes lignes ce dont on va parler ce soir. Donc, Dalila fera une présentation d'à peu près 3/4 d'heure sur ce thème et je reprendrai un peu la parole ensuite pour représenter un peu Norsan et les valeurs de Norsan et la gamme que nous proposons. Donc voilà, ce soir, je serai à l'animation et puis ma collègue Magali sera au support technique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ce sera un plaisir de vous répondre et on aura aussi, en cette fin de webinaire, un moment pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, je reprendrai la parole. Donc, je vous laisse discuter un petit peu et parler et prendre la parole Dalila. Et c'est à vous pour ce thème ce soir. Merci Eric. Alors, donc, j'ai la joie de vous présenter donc, ce soir donc, un webinaire sur le TDAH. Donc, alors, si Eric, vous pouviez simplement donc, voilà, faire défiler les slides. Bien sûr. Je vous présenterai Norsan après la présentation. Voilà, alors le sujet du soir, donc les troubles du déficit de l'attention associés ou pas à l'hyperactivité. Voilà, donc je vous propose de porter notre attention et notre concentration sur les oméga 3. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, je voulais me présenter à vous. Donc, j'ai fait des études scientifiques. Dans ma première partie de vie, j'étais donc ingénieur biomédical en milieu hospitalier. Et actuellement, donc aujourd'hui, je suis praticien de santé naturopathe, donc je suis spécialisée chez l'enfant de 0 à 15 ans. Je reçois en consultation en cabinet à l'Espace Voltaire sur Lyon 3 et également en téléconsultation. Mon site s'intitule naturopathe-enfant.com. Je suis également membre de l'OMNES, donc organisation qui promeut la médecine naturelle et l'éducation sanitaire. Donc c'est un groupement essentiellement de naturopathes. Je suis expert de Parentips, qui est un groupement qui travaille sur la parentalité et l'éducation positive des enfants. Je suis également, je m'intéresse beaucoup aussi à l'homéopathie, donc je suis aussi membre de l'association de la promotion de la médecine homéopathique qui a son siège sur Lyon. Et je suis enfin donc auteur du livre Bien s'alimenter, mode d'emploi pour manger sain et équilibré en famille, paru aux éditions Hatier en 2019. Voilà. Alors, je vais vous emmener un petit peu loin des rivages de la Norvège, puisque je suis née au Maroc, dans une ville qui s'appelle Agadir. Il faut savoir qu'Agadir était le premier port sardinier du monde, en tout cas dans les années 80, et il reste néanmoins donc le premier port exportateur. Donc là, c'était un petit clin d'œil que je voulais vous faire. C'était des photos que j'avais prises sur le port d'Agadir. Vous voyez des bateaux qui arrivent chargés de sardines avec voilà, tout un tri assez important. Enfin voilà, donc c'était une grosse industrie. Et ici, je suis dans les bras de mon papa, donc voilà, donc, sur les plages d'Agadir. Comme si j'étais un peu prédestinée à parler des oméga 3, puisque vous savez que la sardine est très titrée en oméga 3. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. Allez, on va attaquer donc le vif du sujet. Donc voici ce que je vous propose de regarder ce soir. Donc j'ai divisé ça en 4 sous-chapitres. On va revoir donc la définition des troubles du déficit de l'attention associés ou pas avec l'hyperactivité. J'ai identifié quelques causes justement qui pouvaient par rapport au TDAH, les conséquences que les enfants vivent au quotidien, suivi donc du deuxième chapitre que je vous propose donc, où je vous propose de voir les prises en charge qui sont possibles à faire. Donc on verra que ça sera souvent sous l'angle d'une approche plutôt pluridisciplinaire. En troisième chapitre, je vous propose de parler un petit peu d'une notion un petit peu moins connue du grand public, qui sont les nootropiques et puis les champs des possibles. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les néotropiques? Et puis enfin, on abordera donc l'apport des oméga 3
dans la prise en charge du TDAH. Vaste sujet. Alors, je vous propose donc effectivement de revenir sur la définition, sachant que c'est un sujet plutôt dense, dont on n'a pas encore, enfin, qui a fait beaucoup couler d'encre, qui n'est encore pas tout à fait défini, hein. On se pose encore pas mal de questions, hein, par rapport à ce trouble. Voilà, certains associent ça à l'excès des écrans chez les enfants, par exemple. D'autres sur une manière d'éduquer les enfants. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui tournent autour de ce trouble. Alors on va essayer ce soir de pouvoir identifier ce qu'il y a en tout cas à retenir. Alors, sur la définition, on sait, alors, sur le trouble en lui-même, on sait que ce n'est pas une nouveauté ni une conséquence de l'exposition des enfants aux écrans, hein, puisqu'on sait déjà qu'au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, ce syndrome est déjà écrit dans la littérature médicale. On sait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas non plus d'un problème d'éducation, comme certains parents peuvent malheureusement se l'entendre dire. Il s'agit véritablement, donc maintenant c'est un postulat qui est posé, c'est véritablement un trouble, hein, du neurodéveloppement associé donc à des différences structurelles et fonctionnelles du cerveau. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, comment il se manifeste? Alors, c'est un enfant souvent donc, qui se manifeste par un enfant qui a des troubles de l'inattention, hein, ou d'hyperactivité, d'impulsivité, plus ou moins appropriée, beaucoup d'agitation, qui est source donc de beaucoup de handicaps, aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan relationnel. C'est souvent un trouble qui est associé à la dyslexie, à la dyspraxie, un comportement social inapproprié ou opposant en tout cas. Voilà, donc ça engendre beaucoup de difficultés, aussi bien à l'école que dans le cadre familial ou social. Voilà, et même plus tard avec une évolution adulte sur des dépressions, notamment beaucoup de dépressions, notamment au moment de l'adolescence, voire de suicide malheureusement, d'où la nécessité de repérer et de prendre en charge de manière précoce ce trouble. Alors, par rapport à son diagnostic, il repose essentiellement sur un faisceau d'indices cliniques. Donc, on sait que c'est un trouble qui débute avant l'âge de 12 ans. Donc, ce sont des enfants qui ont du mal à rester concentrés, ils sont facilement distraits, donc on parle de distractibilité, hein. Ils s'interrompent sans cesse dans leur activité, ils interrompent les autres, ils ont du mal à rester assis, même debout sans remuer. Voilà. Dans ces critères au niveau clinique, ce sont des comportements qui sont là depuis persistants au moins depuis 6 mois et se produisent à plusieurs reprises dans différents environnements, que ce soit à l'école, à la maison ou ailleurs, et qui donc altèrent leur qualité de vie au quotidien. Alors, dans le temps, donc effectivement, c'est un trouble qui peut ou se stabiliser, ou diminuer, donc régresser, ou malheureusement s'aggraver, puisqu'on sait qu'on a montré que 15% des enfants atteints de TDAH continuaient donc à présenter des signes cliniques à l'âge adulte, et que sur ces 15%, au moins la moitié continue à souffrir à l'âge adulte. Suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, au niveau des causes multifactorielles, alors elles sont plutôt multifactorielles, donc ça touche un peu moins de 6% des moins de 18 ans, presque 3% des adultes. Il semblerait que le TDAH soit beaucoup plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Et donc, ce sont essentiellement des anomalies génétiques qui, au départ, ne sont pas forcément délétères. Donc, ça peut être une exposition de la maman pendant sa grossesse à l'alcool, des naissances prématurées ou des naissances à faible poids, et qui, éventuellement combinés avec des facteurs environnementaux, donc, vont accentuer ce trouble. Alors, en tous les cas, sur les causes neurodéveloppementales, donc j'en parlais tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pense, un enfant avec TDAH n'est pas incapable en réalité de se concentrer. C'est juste qu'il a une très bonne capacité de se concentrer, mais une très mauvaise capacité plutôt à le gérer correctement. Donc c'est peut-être une subtilité
qui réside essentiellement, il y a deux causes, hein, essentiellement au niveau du développement du cerveau. La première, ce serait un retard en fait, du pic d'épaisseur du cortex frontal. Donc plutôt une modification, on va dire, structurelle. Et puis la deuxième explication, elle serait plutôt au niveau fonctionnel, oui. Donc la première structurelle, la deuxième fonctionnelle, puisqu'il semblerait que le circuit au niveau des transmetteurs, des neurotransmetteurs, n'est pas le même, en tout cas, ne passerait pas tout à fait par les mêmes circuits que chez un sujet normal. Donc, ce sont des différences soit structurelles, soit fonctionnelles qui provoqueraient donc soit une inhibition des fonctions du cortex frontal, soit un dérèglement de ce qu'on appelle le système de récompense. Alors, voici un schéma qui vous montre un peu le parcours de ce que les parents ayant un enfant souffrant d'un TDAH va suivre. Donc au départ, effectivement, avant le diagnostic, souvent c'est à l'école hein, ou en tout cas dans les associations sportives ou sur Internet, où les parents vont avoir un retour sur, voilà, sur l'inattention de l'enfant. Souvent, l'enfant a des mauvais résultats, il a des troubles de la concentration. Donc, et de là, eh bien, le début du diagnostic va commencer à être posé en allant voir premièrement un généraliste ou un pédiatre de ville qui dispose donc de livrets de repérage hein, et donc qui vont évaluer et parfois donc orienter vers des médecins beaucoup plus spécialisés comme des pédopsychiatres, des psychiatres, des neuropédiatres, voire des neurologues. Et ils collaborent souvent d'ailleurs avec d'autres professionnels comme par exemple les orthophonistes. De là, une fois que le diagnostic est posé, il y a deux voies possibles. C'est soit on commence une thérapie non médicamenteuse, et on le verra tout à l'heure. Là, on va se retrouver avec des aides du type TCC, c'est-à-dire thérapie cognitivo-comportementale. C'est un traitement psychothérapeutique, essentiellement, avec une méthode connue sous le nom de Barclay, dont je vous parlerai dans la slide suivante. Ou donc, deuxième approche possible, évidemment, l'approche médicamenteuse avec le médicament maintenant bien connu sous le nom de Ritalin. Alors, on va aborder donc le deuxième chapitre qui est donc la prise en charge. Comment est-ce qu'un enfant TDAH est aujourd'hui pris en charge? Alors, donc, on a parlé de la prise en charge non médicamenteuse. Hein, donc, on sait que la Haute Autorité de Santé recommande la prise en charge du TDAH d'abord de manière non médicamenteuse, qui comprennent donc principalement une psychothérapie, une rééducation des troubles associés et puis une guidance parentale et thérapie familiale. Alors, il y a un programme qui s'appelle donc le programme Barclay, qui est un programme d'entraînement aux habiletés parentales, c'est-à-dire qu'en fait, les parents sont aidés déjà pour leur permettre de pouvoir déjà à leur niveau prendre en charge leur enfant déjà à la maison. Alors, c'est un programme pour les enfants qui ont un TDAH ou alors ce qu'on appelle un TOP, c'est-à-dire un trouble obsessionnel avec provocation, puisque c'est une problématique d'opposition de la part de l'enfant qui peut être rencontrée. Donc, alors oui, ces différentes approches donc non médicamenteuses peuvent être donc complétées si besoin par un traitement pharmacologique. Voilà, donc là il y a une petite illustration qui vous montre un peu avec humour une prescription de Ritaline, ce que propose le médecin et la maman vient pour autre chose, elle dit simplement une prescription pour faire un petit peu d'activité physique. Alors concernant donc la prise en charge justement médicamenteuse, sur la slide suivante. Donc, il s'agit de la molécule méthylphénidate, connue donc sous le nom du médicament Ritaline, qui appartient à la famille des psychostimulants. C'est le seul donc en France qui est utilisé, qui a l'autorisation de mise sur le marché, qui s'adresse donc à des enfants de 6 ans et plus, lorsque justement on n'a pas pu mettre en place les mesures correctives de type psychologique, éducatif, social ou familial.
Il y a d'autres formes de molécules qui existent, notamment au Royaume-Uni, j'en ai repéré, donc j'en parle de 3 essentiellement. Il faut savoir aussi que environ 30% du début d'initiation de ces traitements sont souvent mis en œuvre. Ça, c'est un rapport qui a été fait par la NSM en 2017, qui est souvent mis en œuvre plutôt par des médecins libéraux spécialistes et généralistes, alors que ça va plutôt à l'encontre de ce qui normalement doit être fait, puisque les primo-prescriptions elles doivent être plutôt faites par les spécialistes hospitaliers spécialisés en neurologie ou autre. Donc il y a probablement une surprescription un peu précoce, on va dire, en tous les cas en France, sur ce type de molécules. Il s'agit quand même d'un stimulant du système nerveux, donc à ce titre, il est considéré, n'oublions pas, comme un stupéfiant dans de nombreux pays où sa prescription est soumise donc à une réglementation stricte. Vous voyez ici donc le libellé que l'on trouve sur la boîte du médicament. Alors, on s'aperçoit qu'en tous les cas en France, il y a une augmentation justement constante de cette prescription de méthylphénidate. Donc, en l'espace de moins de 10 ans, il y a eu plus de 56% d'augmentation de prescription essentiellement chez les garçons. Voilà. Et sachant qu'une durée médiane du traitement pour un enfant de 6 ans était quand même de 5,5 ans, c'est-à-dire un traitement quotidien non-stop en fait, sur des durées quand même relativement longues, sachant que depuis 2008, en Amérique du Nord et dans d'autres pays européens, la tendance est plutôt à stabiliser ce type de prescription, alors qu'en France, elle est plutôt constamment en croissance et atteint même un niveau supérieur à d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne. Alors, on va parler donc des effets et des dangers, des effets secondaires reportés par l'utilisation de cette molécule. Donc, les effets secondaires sont essentiellement d'ordre neuropsychiatrique. Il y a des études scientifiques donc, qui ont recensé les effets secondaires chez au moins plus de 10% des enfants traités, sachant qu'entre 2006 et 2011, sur cette période-là, c'est-à-dire sur à peu près 5 ans, il y a eu 400 effets secondaires remontés au niveau de la pharmacovigilance en France. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui date. On peut imaginer que, vu que les prescriptions n'ont fait qu'augmenter, qu'à aujourd'hui, on serait peut-être sur un nombre supérieur. Alors, sur les effets secondaires que l'on observe essentiellement, donc on va retrouver des maux de tête, des nervosités pouvant évoluer vers de l'agressivité de manière assez sévère, de l'insomnie. Au niveau cardiaque, on a reporté beaucoup de palpitations cardiaques. J'ai même noté, voilà, sur un des articles scientifiques à disposition, que l'augmentation des risques d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus à l'âge adulte n'est pas écartée. C'est-à-dire que si un adulte prend, ils ont évité en fait, on évite de donner cette ritaline en fait à un adulte dans le cas d'un traitement prolongé. Et donc cet article dit voilà pourquoi la ritaline n'est prescrite qu'aux enfants et aux adolescents. Donc, je vous laisse un petit peu libre banco à votre réflexion par rapport à cette phrase. Il y a aussi un impact sur la croissance de l'enfant. Donc, quand l'enfant, donc c'est ce qu'on aperçoit ici sur la courbe. Vous avez ici la courbe de croissance au niveau de la taille de l'enfant et au niveau du poids. Donc, la ligne médiane, c'est ce qui est en bleu. Et sur une période de prise de 9 ans ici à 15 ans, on voit bien que la taille est impactée. L'enfant perd en moyenne de 1 à 2 cm au niveau de sa taille et une perte de poids également, puisque cette amphétamine, puisque c'est une molécule classée dans les amphétamines, a un effet coupe-faim. Il peut perdre jusqu'à 3 kg lors de la prise de ritaline.
Alors, fort de ce constat, quelles sont les autres approches, hein, mis à part celles que l'on vient de voir, c'est-à-dire les approches plutôt sur le plan psychothérapie, au niveau psychothérapie, et puis la deuxième option qui est l'option médicamenteuse. Il existe donc aujourd'hui, en tout cas, d'autres moyens pour accompagner ces troubles par le biais donc d'une approche globale naturelle qui englobe l'alimentation, la micronutrition, les modes de vie, les prises en charge du sommeil, de la santé intestinale. Donc vous voyez que tout doucement on arrive dans le domaine de la naturopathie, puisqu'on va parler essentiellement de l'hygiène de vie, hein. Comment est-ce qu'on peut donc accompagner ces enfants de manière plus globale et en revoyant tous les principes de la naturopathie. Alors on dit tout, hein, donc il y a une citation qui dit que l'alimentation devrait être le point de départ des conversations sur la santé mentale, tout comme elle l'est pour la santé physique. Donc, nous allier, donc les acides aminés, les minéraux, vitamines, antioxydants, prébiotiques, acides gras, tout ça, ce sont un vocabulaire qui est bien utilisé en naturopathie, hein. On dit que ce sont les alliés de notre bien-être mental. Et il y a même Kim Jong-un qui dit que les aliments sont faits non pour nourrir et pas pour divertir et pour exciter. Alors, justement, donc en naturopathie, qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer? Alors évidemment, on est un petit peu des obsédés de l'alimentation, hein, donc on va regarder l'assiette de cet enfant et ses comportements alimentaires d'un point de vue à la fois macronutritionnel et micronutritionnel. Alors moi, en cabinet, je me base évidemment beaucoup sur les principes de la chrononutrition, hein, c'est-à-dire quel est l'aliment qui est intéressant à donner et à quel moment de la journée, en se calant finalement sur la synthèse des neurotransmetteurs que l'on voit là. Donc sur ce schéma-là, vous avez ici de représenter le matin, ici la journée, ici fin de journée, ici donc la nuit. Et donc on sait que le matin, c'est la dopamine qui va être synthétisée, hein, donc qui va donner le goût d'agir, l'envie d'entreprendre, la motivation. Et on voit que pour synthétiser cette dopamine, eh bien, elle a besoin de tyrosine, qui est un acide aminé. Et on sait que les protéines, donc, étant une chaîne d'acides aminés, on voit déjà qu'au petit déjeuner, le petit déjeuner va comporter donc des protéines, et plutôt des protéines donc, sans sucre, hein, puisque le sucre est un excitant chimique qui va perturber la production des neurotransmetteurs type dopamine. Donc, on va plutôt être sur des petits déjeuners salés, et même des petits déjeuners salés gras et protéinés, pour pouvoir accompagner la synthèse de cette dopamine. Et puis donc après, elle est même précurseur d'un neurotransmetteur qui est la noradrénaline, donc qui va justement impacter sur la concentration et la mémorisation, hein, sur la lucidité d'esprit, donc moyennant des cofacteurs qui vont être associés. Donc là c'est pareil, en termes de micronutrition, il faudra faire attention à ces apports-là. Et puis, vous avez le GABA, qui est plutôt le neurotransmetteur de la tempérance, de la calme, du calme, pardon, de la sérénité. Donc là, on y est, hein, pour le TDAH. Donc, on va enrichir, en tout cas, l'assiette de cet enfant avec des aliments riches en glutamine, notamment, puisque vous voyez qu'il faut de la glutamine pour synthétiser le GABA, notamment. Et puis, la sérotonine en fin de journée. Sérotonine qui est donc le neurotransmetteur du calme, de la sérénité. On dit que c'est le neurotransmetteur de la bonne humeur. Pareil, on va donc enrichir l'alimentation, donc par exemple du goûter, avec des aliments riches en tryptophane notamment. Voilà. Alors que là, c'est le moment où le sucre va pouvoir être introduit. Alors évidemment, il s'agit d'un sucre, pas n'importe lequel. On sera sur des sucres type fruits, miel et autres, évidemment pas des sucres raffinés et excitants. Voilà. Et puis, donc la sérotonine est elle-même précurseur de la mélatonine. On va pouvoir, donc, qui est l'hormone qui est le neurotransmetteur, l'hormone du sommeil, faciliter donc un bon endormissement et donc impacter la qualité du sommeil. Donc, tout ça est expliqué en cabinet aux parents de manière à les sensibiliser sur ce qu'il est intéressant à apporter à l'enfant et finalement quel impact ça va avoir sur son humeur. Alors,
Slide suivante. Donc, on va évidemment faire un scan sur les entrants, hein, comme les additifs, les colorants. Je vous invite à regarder une vidéo sur YouTube qui s'appelle Les enfants, tube à essai sur pâte, où on voit qu'en 15 jours, eh bien, en évitant les additifs et les colorants, il y a un impact probant donc, sur le comportement de ces enfants, à tel point qu'en 2009, l'Union européenne a demandé aux fabricants de denrées alimentaires de mentionner sur leur étiquette le risque justement d'hyperactivité chez l'enfant lié à certains colorants alimentaires. Alors on va limiter évidemment tous les produits industriels, type bonbons, sirops, snacks sucrés et salés. Donc il y a vraiment une rééducation alimentaire impérative à faire. Si ça n'a jamais été fait auparavant, on commence par ça. Alors, je complète toujours cette éducation alimentaire avec des bilans biologiques fonctionnels sur la santé digestive. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une connexion évidente maintenant, c'est établi, hein, entre le cerveau et le système digestif. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une évaluation du microbiote intestinal et je vérifie l'intégrité de la muqueuse intestinale, puisque on peut se retrouver chez ces enfants, que ce soit TDAH d'ailleurs, ou même dans le cas du TSA, hein, le trouble du spectre autistique, on peut se retrouver avec des porosités intestinales à prendre en charge. J'évalue également s'il y a une parasitose, s'il y a une candidose, hein, et puis certaines intolérances alimentaires, bien entendu. Donc s'il y a de l'inflammation, on va également pister tout ça. Et simplement un petit aparté sur la parasitose, c'est quelque chose que je regarde systématiquement. Auparavant, on vermifugeait assez régulièrement les enfants du temps de nos grands-parents et il s'avère que c'est quelque chose qui était un petit peu tombé en désuétude et n'est pas du tout pratiqué en tous les cas chez les pédiatres. Et un enfant excité, ça peut être simplement parce qu'il a des vers. Donc cette partie-là est vue également. Alors, toujours pour continuer, slide suivante s'il vous plaît. On va évaluer également les carences micronutritionnelles. Alors, souvent, ce sont des enfants qui vont être carencés en magnésium, hein. Donc, il y a le docteur Moussin Bosque qui a sorti donc un ouvrage qui s'appelle Hyperactivité, la solution magnésium, et qui dit que selon son expérience avec les enfants donc hyperactifs traités avec le méthylphénidate, 66% de ces enfants présentent un signe de Schwarzschild. Alors, je vous expliquerai très positif. Ce signe est plus fréquent si l'enfant a plus de 8 ans et si la carence en magnésium est plus grande. En fait, c'est un signe clinique qui est observé par le médecin, c'est-à-dire qu'ils font faire réagir en fait entre l'oreille et la commissure de la lèvre et voir s'il n'y a pas une petite réaction en fait du type comme si la lèvre bougeait un petit peu et qui dénote un manque de magnésium en fait. Donc c'est une pratique clinique qui est plutôt assez connue dans le milieu médical, puisque mesurer le taux de magnésium, c'est au niveau plasmique, en tout cas, le plasma sanguin, c'est assez compliqué, notamment. On va regarder également les carences micronutritionnelles au niveau du fer et du zinc. Il y a des études qui ont été menées qui montrent que les enfants anémiés de manière très précoce présentent des fonctions cognitives et motrices beaucoup plus faibles. Tout ça, moi, en tous les cas, personnellement, je le vérifie de la même manière sur des bilans biologiques. Je travaille avec les laboratoires de Barbier, dit en passage. Le rôle du zinc également, mais bon, ça, c'est des choses de toute façon qui, en général, sont corrélées lorsqu'on a une porosité intestinale. Hein, donc, souvent, le fer et le zinc sont déficitaires. Donc, tout ça est vu ensemble. Alors, le statut des oméga-3, bien entendu, est vérifié. Alors, je ne pratique pas forcément de bilan parce que je considère qu'en fait, on est quasiment tous carencés en oméga-3 en réalité. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de faire de bilan. Et vous verrez qu'on va parler d'huile de nag tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Slide suivante, s'il vous plaît. Une autre chose donc, qui est également pistée, c'est l'éventuelle intoxication aux métaux lourds. Et oui, parce qu'effectivement, il peut y avoir un impact aussi là-dessus, que ce soit une exposition prénatale au mercure ou après une exposition au plomb par la suite. Donc, il y a des articles qui montrent que
ça multiplierait donc les risques. Là, on est vraiment sur les causes environnementales dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui multiplieraient les risques donc pour un enfant de développer les troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, alors, techniquement, comment je fais? C'est toujours sur bilan biologique. Il y a plusieurs approches possibles. En tous les cas, la chélation des métaux lourds, s'il y en avait une à faire, on ne la fait jamais en première intention. On fait toujours après avoir réparé la sphère intestinale. Alors, tout est revu aussi au niveau des facteurs environnementaux, bien sûr, hein, on parle de la sédentarité à l'école, hein, les enfants sont quand même assis 8 heures par jour sans avoir la possibilité de beaucoup bouger. Est-ce que c'est vraiment finalement adéquat pour un enfant de rester à 8 heures immobile? En tous les cas, voilà, ce sont des choses qui sont vues avec les parents où on parle d'activité physique adaptée en fonction de l'enfant. Au niveau environnemental, on va évaluer évidemment l'exposition aux ondes, hein. Il y a des personnes qui sont dites hypersensibles aux ondes. Donc, il y a des mesures du type arrêter la wifi la nuit ou ne pas mettre la tête à côté de vérifier que la box n'est pas loin de la chambre de l'enfant. Ce sont des choses qui sont vues aussi, hein, qui sont abordées. Et puis dans les modes de vie, bien entendu, même si les écrans ne sont pas la cause principale ou cause majeure, ça peut être un facteur aggravant puisqu'on sait que voilà, l'exposition des enfants devant les écrans est quand même de plus en plus importante et de plus en plus tôt notamment. Les troubles du sommeil, bien entendu, alors, il y a une prise en charge qui est absolument impérative, hein, dans ce type de troubles, enfin, j'allais dire pour n'importe quel enfant, et même à l'âge adulte, si l'enfant dort mal, ça aura un impact forcément sur le reste, hein, sur l'humeur et la concentration et le reste. Et puis, je parle de connexion avec la nature. Alors, évidemment, hein, on est, en tout cas dans nos villes, on est de plus en plus déconnecté de la nature, hein, on est un peu hors sol pour certains, on va dire. Et alors, s'il fallait aller dans la nature, là c'est un petit clin d'œil. Sortez vos enfants dans une poussette, mais non dotée d'un écran, bien entendu. Parce que, voilà, c'est juste pour dire que c'est des choses qui peuvent exister, c'est pas très courant. Mais voilà, donc, une vraie sortie dans la nature sans écran. Alors, je voulais vous parler également de deux autres approches non médicamenteuses qui existent et qui sont peut-être un petit peu moins connues du grand public, mais dont j'ai eu des retours plutôt très satisfaisants. La première, qui est la méthode Tomatis, qui est une méthode qui utilise le son. Donc, on met un casque sur l'enfant et on lui fait écouter, on génère des vibrations et qui sont donc converties en stimuli électriques et qui vont donc alimenter tout le réseau neuronal qui en finalité permettra d'améliorer la capacité d'attention, hein, ainsi que le développement du langage. Donc c'est une méthode assez intéressante, non invasive en tous les cas, et qui fonctionne plutôt bien. Et puis, il y en a une deuxième qui s'appelle le neurofeedback, connu aussi sous le nom de biofeedback. Alors, cette fois-ci, on ne met pas un casque sur les oreilles, mais un casque sur le crâne où on va donc enregistrer, donc on va faire un EEG, donc un électroencéphalogramme. Et ça consiste à faire visualiser des images à l'enfant et puis donc d'enregistrer ces signaux. Et l'enfant va apprendre à modifier son activité cérébrale en fonction de ce qu'il va percevoir. Donc, c'est un temps d'entraînement qui permet finalement au cerveau de se relaxer et du coup d'améliorer sa capacité de contrôle attentionnel. Donc, on en parle maintenant de plus en plus et il y a de très bons retours. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on va aborder maintenant donc le chapitre des nootropiques. Et ce que, enfin voilà, le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à l'étude et il y a des substances encore un petit peu moins connues qu'on étudie, justement pour améliorer tout le domaine du cognitif de manière générale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nootropique ? Ça vient du grec nous, qui veut dire mental, et trepen, se plier ou tourner, donc signifie littéralement donc tourneur de mentalité. Donc c'est un terme qui a été inventé par le chimiste et psychologue
Dr Corneliu Giorgia en 1972. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble, c'est l'ensemble des substances naturelles ou synthétiques. Alors nous, on va s'intéresser aux naturelles, bien entendu, qui peuvent être consommées pour donc améliorer les performances mentales et les fonctions cognitives. Voilà, donc ça va jouer, améliorer donc la mémoire, l'intelligence et renforcer la concentration, la motivation et la créativité. Alors, quels sont-ils? C'est nootropiques dont j'en ai identifié 13 essentiellement. Donc, on va en retrouver en micronutrition 4 spécifiques qui sont bénéfiques. Donc, on entend beaucoup parler de la vitamine B5 ou de l'acide pantothénique. Donc, je vous ai mis ici les images de là où on va trouver au niveau alimentaire la B5. Donc, ça contribue à la synthèse du métabolisme de certains transmetteurs. On a parlé du zinc, donc c'est un nootropique. Le calcium qui est nécessaire aussi pour la transmission nerveuse au niveau des neurones. Et puis la choline qui est présente donc beaucoup dans le jaune d'œuf, essentiellement dans les produits laitiers, de la viande. Donc la choline est impliquée dans la production d'acétylcholine, hein, donc un neurotransmetteur impliqué dans la mémoire. Donc moi j'aime bien notamment recommander l'œuf à la coque avec jaune poulant à l'enfant au petit déjeuner. Voilà, je vous décris très brièvement en phytothérapie les autres nootropiques que l'on peut trouver, alors qui ne sont pas tous à utiliser évidemment chez l'enfant, on ne va pas donner du thé vert et de la caféine, mais par exemple la rhodiola, à partir d'un certain âge, c'est une plante adaptogène connue pour la gestion du stress. Vous avez le ginseng, le guarana, le ginkgo, le bacopa. Et puis une plante qui attire de plus en plus l'attention sur ses capacités, qui s'appelle l'Huperzia. On en entend de plus en plus parler, puisqu'elle elle évite ce qu'on appelle l'acétylcholinestérase. Alors, c'est tout simplement pour dire qu'en fait, la transmission de l'information se fait donc grâce à l'acétylcholine et que parfois, c'est une enzyme qui va détruire cette acétylcholine et donc la capacité de l'huperzine permet d'éviter ceci et donc d'améliorer le cognitif. Et le dernier nootropique, donc, qui est la star du soir, hein, qui est l'oméga 3. Donc, il y a plusieurs types d'oméga 3, mais je laisserai cette partie-là au laboratoire Norsan de développer un petit peu plus. Mais sachez qu'il y a surtout, on entend parler de l'ALA, qui est l'acide alpha-linoléique, l'acide eicosapentanénoïque, qui est l'EPA, et puis son cousin, qui est le DHA, et surtout beaucoup, bon, le DHA en particulier est impliqué notamment dans tous les principaux lipides structurels du système nerveux central. Alors, on va donc aborder le dernier chapitre, hein. Donc là, on va parler de l'apport des oméga 3 dans l'accompagnement des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité ou pas, sous l'angle des études cliniques. Donc, je vous ai répertorié un certain nombre d'études cliniques qui sont sorties, hein, sur PubMed. Donc, déjà, il y a quelque chose d'établi, hein, c'est que le statut en acide gras est déficient, en tous les cas, chez les enfants qui sont atteints de ce trouble. Donc ça, c'est une étude qui a été tirée, une étude qui a été faite en 2007. Hein, donc on dit que le manque d'acide gras essentiel ou un rapport défavorable d'acide gras oméga 6, oméga 3 est présent donc, chez ces enfants-là. Il y a une grosse étude, hein, qui est l'étude Cochrane, qui a été publiée en 2012, qui montre les effets de la combinaison des acides gras, oméga 3 et oméga 6. Alors, sous quelle forme? Donc, c'est une étude qui a évalué, en fait, 13 études au total, avec un total de plus de 1000 participants. Et ils ont donc conclu en fait qu'il s'avère qu'il y avait une seule combinaison d'acides gras oméga 6 et oméga 3 qui avait un effet significatif dans la prise en charge de ce trouble. Effectivement, on pensait longtemps que c'était que les oméga 3 et il se trouve qu'il y a un oméga 6 en particulier, pas n'importe lequel, hein, bien sûr, qui est bénéfique en tous les cas pour ces enfants-là.
Donc la combinaison idéale d'EPA, DHA et donc de l'oméga 6, pardon, GLA, donc qui est acide gamma-linoléique, provenant donc de l'huile d'onagre sous un rapport, donc EPA pour 9 EPA, 3 DHA et un oméga 6 type huile d'onagre. Donc c'est cette combinaison-là qui a donné les meilleurs résultats dans la prise en charge des TDAH. Une deuxième étude qui a comparé les effets des oméga 3, enfin de la combinaison des effets des oméga 3 oméga 6 avec les médicaments. C'est une étude qui est parue en 2011 de l'équipe Bloch et Kawasmi. Et donc, ils ont évalué les résultats de 10 études et en fait, ils ont conclu qu'en moyenne, il y avait une amélioration de 31%. Avec une supplémentation d'acide oméga 3, toujours avec la même combinaison d'acide oméga 3 de poisson et d'huile de grenade, toujours donc sur la même combinaison trouvée précédemment. Donc c'est une étude qui a confirmé ce qui avait été trouvé. Et donc parmi ces 3 études, on montre quand même une amélioration de 35% pour la première, 36% et à hauteur de 59% pour la troisième. Et donc, ils en ont conclu que les acides gras oméga 3 associés à l'oméga 6 de l'huile d'onagre peuvent fournir donc une solution aux familles qui préfèrent ne pas administrer des médicaments psychotropes à leurs enfants. Une autre étude qui a montré également qu'il y avait moins d'effets secondaires à la prise de Ritaline avec l'administration des oméga 3 et des oméga 6. Donc là, c'est une étude de 2011 de Barragan et Pérez qui nous apprend donc que cette combinaison est quasiment tout aussi efficace que certains aspects du TDAH, que la molécule de méthylphénidate, et que surtout que cette prise d'oméga 3 et d'oméga 6 atténuait les effets secondaires, puisqu'il y avait quand même des effets secondaires, on les a vus, plutôt très importants avec la prise de ce médicament-là. Et donc c'est une étude sur 90 enfants de 6 ans à 12 ans, avec divisé en 3 groupes. Donc le premier groupe ici, c'était des enfants qui avaient reçu que des oméga 3, enfin la combinaison oméga 3 et oméga 6. Et donc vous avez ici exactement la quantité d'EPA et de DHA qu'ils ont reçu et d'huile d'onagre. Ici, le deuxième groupe qui a reçu donc que la molécule de méthylphénidate. Vous voyez qu'on est sur 1 mg par kilo de poids corporel. Et enfin, le troisième groupe, où donc ces enfants-là ont reçu à la fois la combinaison oméga 3 et huile d'onagre associée aux médicaments. Et donc, ils en ont conclu qu'il y avait donc une amélioration de la TDA dans le groupe des acides gras et qu'il était et que cette amélioration était équivalente à celle des 2 autres groupes avec méthylphénidate. Ils ont distingué TDA et TDAH puisque effectivement il n'y avait pas tout à fait les mêmes résultats obtenus en fonction de si l'enfant avait une hyperactivité associée ou pas. En tout cas, elle était plus manifeste dans le groupe ayant pris la combinaison que celui donc ayant reçu seulement le médicament. Il était donc encore plus dans le groupe qui a seulement reçu les acides gras parmi ces 3 groupes. Et donc à 1 an de suivi, le groupe des acides gras oméga 3,6 a démontré donc une amélioration de 60% des symptômes, puisque en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cette étude cherchait à avoir au moins 30% de réduction des symptômes, et pour le groupe du médicament, le pourcentage d'amélioration était quand même de l'ordre de 80%. Versus pour le groupe ayant reçu donc cette combinaison qui était quand même de 93%. Et enfin, dernière étude qui confirme ce que les scientifiques pressentaient tous, c'est que le rapport d'EPA-DHA GLA sanguin était en cause, c'est-à-dire que sur une étude suédoise qui comprenait donc 75 enfants de 8 à 18 ans,
ils ont donc vérifié qu'au niveau du en fait, c'est au niveau, parce que les symptômes du TDAH étaient principalement liés à une amélioration du rapport plasmatique sanguin entre les oméga 3 et les oméga 6. C'est une étude qui date de 2012. Et pour finir, une étude qui a étudié donc les carences en oméga 3 sur l'aspect psycho-émotionnel de ces enfants. Donc, ils se sont aperçus que la proportion de ces enfants qui avaient des TDAH avait un niveau d'acide gras en oméga 3 beaucoup plus faible. Et pour conclure cette étude, ils ont trouvé en fait que les enfants qui étaient atteints de TDAH avec des niveaux d'acide gras oméga 3 légèrement plus élevés avaient donc de meilleures réactions. Donc, une fois qu'ils avaient pris des oméga 3, ça avait un impact sur les réactions. Ils avaient des réactions sur les émotions beaucoup plus positives et une meilleure capacité à traiter leurs émotions. C'est une étude de 2013. Alors, en conclusion, finalement, toutes ces études donc, nous montrent que c'est la combinaison d'acides gras oméga 3 provenant d'huile de poisson et d'acides gras oméga 6 gamma-linoléiques provenant donc de l'huile de nagre. C'est cette combinaison qui peut permettre donc d'améliorer les symptômes chez ces enfants atteints de ce trouble, en particulier sur l'attention et la concentration. Et donc le rapport qui a été identifié et décrété étant donc 9 EPA pour 3 DHA et pour 1 GLA. Donc on dit, enfin, voilà, ils ont fini par conclure qu'une telle combinaison d'acides gras naturels peut être donc une option intéressante avant de décider de prescrire ou d'administrer le méthylphénidate ou d'autres médicaments aux personnes atteintes de ce trouble. Alors, un regard sur la qualité des oméga 3 évidemment à consommer, puisque y a la problématique des métaux lourds. Donc, on dit qu'il faudrait manger 2 à 3 fois par semaine des poissons gras. Or, aujourd'hui, nos océans sont pollués. Donc, on se dirigera plutôt vers des petits poissons gras qui sont moins, on va dire, puisqu'il y a un effet cumulatif, les gros poissons mangeant les petits. On considère que les gros poissons type thon ou saumon sont beaucoup plus pollués. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, voilà, tous les compléments alimentaires à base de poissons ne contiennent pas de mercure. Donc, c'est quelque chose qui a été évalué. Et pour les personnes qui sont intéressées de suivre l'actualité de la pollution des mers, j'ai repéré un lien intéressant donc, qui suit les teneurs en mercure des différentes sources de poissons et de fruits de mer sur la planète. Deuxième chose à vérifier sur la qualité des oméga 3 à consommer, en tout cas en termes de compléments alimentaires, il faut s'assurer également que ce sont bien des acides gras naturels, puisqu'il y a des firmes qui proposent des produits qui contiennent des acides gras chimiquement modifiés, donc à faire attention. Alors, on a parlé des oméga 3 donc d'origine. Alors, il y a ceux d'origine végétale. Il faut juste savoir, c'est juste ça à retenir au niveau de la slide, c'est que en fait, si on ne consommait que des oméga 3 d'origine végétale qu'on va retrouver essentiellement donc dans les huiles végétales du type lin, cameline, chanvre, périlla, etc., seuls 5% vont être convertis en DHA, donc ils se retrouvent en fin de chaîne de transformation de l'oméga 3. Donc, on va plutôt vraiment conseiller des oméga 3 d'origine marine qui vont être riches en EPA et DHA. Et puis, les laboratoires Norsan propose une alternative très intéressante pour les personnes qui ne mangent pas de produits animaux, puisqu'il y a une version donc, à base d'algues qui est très très riche également en EPA et DHA. Quand prendre les oméga 3, alors moi je les conseille plutôt le soir parce qu'on sait que le cerveau se répare la nuit. Combien faut-il en prendre? On va commencer par des cures de 6 mois. Donc c'est vraiment
quelque chose à prendre au long cours, hein. Les effets, d'ailleurs, dans les études sont avérés pas avant 6 mois, hein. Toutes les études dont je viens de parler, les études cliniques, c'était au moins 6 mois de supplémentation, avec donc une cure de minimum de 4 mois par an. Il faut être vraiment très, très régulier et puis continuer évidemment à diversifier ses sources, hein, au niveau de l'alimentation avec la consommation de noix, de graines de lin, de chia, de périlla, de petits poissons gras. Et puis, alors les quantités que je préconise, hein, donc c'est plutôt 1 gramme d'acide gras d'oméga 3 pur par jour, ce qui équivaut chez Norsan, en tout cas sur l'oméga-kid, à 1 cuillère à café d'huile par jour. Et puis, s'il faut rajouter de l'huile de nag, bien entendu, dans le cas du TDAH, on va rajouter. Je vous ai mis quelques références si vous souhaitez approfondir le sujet. Voilà, et puis on va terminer. Donc, en conclusion, on va lire ça ensemble. Donc, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc est un trouble du neurodéveloppement, donc, comme on l'a vu en début de présentation, qui touche environ 6% des enfants d'âge scolaire et 3% des adultes. Les personnes sont notamment une très grande distractibilité, hein, des difficultés à se concentrer, une forte impatience, une hyperactivité parfois donc associée. On a vu donc que pour avoir une belle prise en charge, eh bien, elle doit être pluridisciplinaire, hein, adaptée à chaque enfant en fonction de son degré de sévérité. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de choses, en tout cas sur la partie naturopathique, il y a énormément de choses à voir chez ces enfants-là. Il apparaît donc clairement que toutes ces études montrent que pour améliorer les capacités intellectuelles et le comportement social, les enfants donc doivent bénéficier d'un apport suffisant en acides gras oméga 3 d'origine marine, seuls à contenir donc les EPA et les DHA, qui sont donc un des nombreux néotropiques à disposition. Et puis donc, je conclurai aussi en disant qu'aujourd'hui, dans les cantines françaises, le seul menu de vendredi propose du poisson. Souvent, ce sont des poissons plutôt maigres, nutritionnellement donc peu qualitatifs. Il faudrait au moins consommer donc 2 à 3 fois des petits poissons gras par semaine. Et enfin, donc pour traiter ces troubles, eh bien, il sera nécessaire de supplémenter avec des capsules ou de l'huile de poisson pour avoir un vrai effet thérapeutique, avec donc des effets bénéfiques qui n'arriveront qu'après 6 mois. Voilà, à raison d'1 gramme d'acide gras d'oméga 3 pur par jour, combiné avec l'huile de nag dont on a parlé tout à l'heure. Dernière slide. Je vous remercie infiniment de votre attention et de votre concentration. J'espère que vous avez pu tenir jusqu'ici. Je laisse la parole à Iris. Merci beaucoup, Daniela, pour toutes ces précisions et cette présentation très riche en informations sur le sujet. Bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions par email. On essaiera de vous répondre au mieux à la suite de ce webinaire. Donc, je vais vous faire une présentation assez rapide puisqu'on en arrive presque à la fin de ce webinaire donc sur Norsan. Norsan, qui est aujourd'hui une société qui a presque 10 ans d'ancienneté. On se développe en France depuis maintenant quelques années et nous avons, voilà, on essaie de faire passer un message, comme l'a dit Dalila, que les oméga 3 sont très importants pour la santé, notamment le rapport en tout cas oméga 6-3 et nous encourageons bien sûr la prise d'oméga 3, d'EPA et de DHA au quotidien. Nous avons donc 4 gammes aujourd'hui qui sont déclinées en huile et en capsule. Ces 4 gammes, bien sûr, sont la gamme totale qui est aujourd'hui originaire d'huile de petits poissons gras comme le hareng, maquereau, sardine. La gamme Artis qui est un peu différente puisque c'est de l'huile de foie de morue très riche en DHA. Et comme vous l'expliquiez Dalila tout à l'heure, il y a aussi, voilà, vous trouverez en fait l'huile d'algue qui vient de l'algue, la microalgue Schizostridium sp, très difficile à dire. Voilà. Et vous avez donc ce substitut-là, si vous êtes vegan ou végétarien, qui peut aussi s'adapter à vos besoins. La dernière gamme reste que la gamme enfant. Donc, bien sûr, le message aujourd'hui s'adresse plus particulièrement aux enfants. Nous avons une gamme oméga 3 donc, qui est en huile et en petite jelly à mâcher.
Donc, l'huile, vous avez un goût orange, une saveur orange qui est ajoutée à cette huile. Il n'y a pas de vitamine D si votre enfant est déjà, voilà, s'il prend déjà de la vitamine D à côté. Sinon, nous avons ces jellies qui sont particulièrement appréciés des enfants, qui disposent également de 1000 mg d'oméga 3 pour 4 pastilles. Entre 3 et 6 ans, 2 pastilles suffit. Je vous dis ça parce que ma fille en raffole, donc n'hésitez pas, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, dès l'âge de 3 ans, nous conseillons cela pour vos enfants. C'est le dernier webinaire de cette année pour nous chez Norsan. Nous nous retrouverons donc fin janvier pour un sujet également très important, polyarthrite rhumatoïde et les oméga 3 présentés par Anor de Nantes. Et nous vous enverrons le replay bientôt. Il sera également disponible sur YouTube, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Dalila, vous souhaitez ajouter un dernier mot? Ben, vive les oméga 3. Vive les oméga 3. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Bonsoir à tous.